Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Ariane Bois et François Heilbronn pour la parution de leur roman respectif, Ce pays qu'on appelle vivre, qui est sorti il y a 3 semaines en librairie et qui est édité chez Plomb, et Deux étés 44, publié aux éditions Stock et qui est donc sorti hier en librairie. Et ces 2 romans historiques ont pour point commun de nous plonger dans l'histoire de la persécution, mais également de la résistance des Juifs durant l'occupation allemande en France. Alors, Ariane Bois, vous êtes romancière et journaliste, auteure de plusieurs romans, de 10 romans précisément, qui ont été traduits et qui ont été récompensés par plusieurs prix littéraires. Avec Ce pays qu'on appelle vivre, vous renouez avec une thématique qui vous occupe depuis de nombreuses années, qui est la résistance juive durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sujet a été votre sujet de DEA d'histoire à Sciences Po, et il a également été au cœur d'un précédent roman, Le gardien de nos frères, qui a été édité chez Belfond et qui a obtenu le prix Huiseau 2016. Alors, Ce pays qu'on appelle vivre débute au camp des Milles, qui est un camp d'internement et de déportation français. C'est là que vos 2 héros, Léo et Margot, se rencontrent, vont tomber amoureux et vont très vite faire le choix de la résistance, en œuvrant notamment à sauver des enfants juifs durant l'été 1942, qui est un moment de bascule pour le sort des Juifs de France, car c'est à ce moment-là que la solution finale de la question juive est mise en œuvre avec les grandes rafles et déportations de l'été 1942. Alors François Heilbronn, votre livre, sa seconde partie, se situe également durant l'occupation allemande, et plus précisément à l'été 1944, dans un autre camp d'internement qui est celui de Drancy, beaucoup mieux connu que le camp des Milles, du fait que c'est de Drancy que la grande majorité des Juifs de France ont été déportés vers les centres d'extermination nazis. Alors, Deux étés 1944 est votre premier roman, ce qui ajoute une corde à un arc qui est déjà bien étoffé. Vous êtes, Jacques l'a dit, vice-président du Mémorial de la Shoah, vous êtes membre du comité de direction du CRIF, et vous êtes également prof à Sciences Po, où l'un de vos cours porte sur l'histoire des Juifs de France depuis 2000 ans. Donc vous connaissez très bien cette histoire, dont vous relatez un épisode méconnu du grand public, en tout cas que moi je ne connaissais pas, dans ce livre Deux étés 44, qui est donc le 2e été. Et cet épisode, c'est l'acte héroïque réalisé par un médecin juif qui est votre aïeul et qui est parvenu à guérir le roi Louis XV, qui était à l'article de la mort, en août 1744 à Metz. Alors je n'en dirai pas plus parce que c'est à Eduardo Castillo que revient la charge, la mission de créer ce dialogue entre ces 2 romans historiques. Eduardo Castillo, vous êtes journaliste et vous venez de publier un très beau livre avec Michel Perrault, paru chez Grasset, qui s'appelle Le temps des féminismes. Enfin, pour terminer, nous avons le grand plaisir d'accueillir le comédien Gilles Cohen, qui va donc prêter sa voix aux 2 plumes de nos invités. Gilles Cohen, on vous a vu au théâtre l'année dernière dans une pièce d'Hervé Letellier, Mon dîner avec Winston. Vous avez interprété également le rôle de Georges Mandel dans le film De Gaulle, de Gabriel Le Baumin, qu'on a reçu il n'y a pas tellement longtemps ici au Mémorial. Et vous êtes pour l'instant à l'affiche avec Vaincre ou mourir de Paul Mignot et Vincent Mottez. Donc je pense que c'est vous qui allez démarrer, Gilles. Alors donc un extrait du roman de Ariane, pour commencer, au début du roman. Oui, non, vous allez m'entendre, ne vous inquiétez pas. Non, mais je sais, on a réglé l'histoire avant, donc il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, madame, mais voilà. Par contre, tout le monde a bien éteint ses portables, évidemment. Voilà. Donc, la première journée s'achève
dans un nuage de poussière sanguinolente. Les briques respirent et soufflent ce rouge qu'on inhale, qui encrasse tout. Le nez, la bouche, les poumons sans doute. Léo ne s'est éloigné des autres que pour boire et uriner. 2 opérations malaisées. Il n'existe qu'un seul point d'eau avec un pauvre robinet, et le soleil mord la nuque dans la file qui s'étend inexorablement. Au fond du camp, dans la boue et la fange, 4 latrines peinent à accommoder la foule des détenus. Ni papier, ni chasse d'eau. L'ensemble pue de manière atroce et là encore, il faut patienter, attendre son tour. Des prisonniers malins vendent leur place. Des feuilles de journaux, des morceaux d'emballage, des pierres, même pour s'essuyer les fesses. On se soulage comme on peut, souvent sur le voisin. Léo sent son estomac vide, grogner et se révolter. Il n'a pas faim malgré l'heure tardive, mais ses compagnons, eux, attendent avec impatience le déjeuner. On leur distribue de la viande, des haricots secs, du pain. Ils ne mourront pas de faim, c'est déjà ça. Les juifs orthodoxes, une poignée d'hommes, se contentent, eux, d'œufs durs et de thé. Pas question d'enfreindre les lois religieuses et de risquer d'avaler une nourriture non cachère. Les détenus mangent ensemble, marchent ensemble dans la cour sans but, pissent ensemble. C'est cette proximité, Léo le sait, qui sera la plus difficile à supporter. Divisés par drapeau et par groupe de 20, 3000 hommes de 38 pays attendent ainsi au coude à coude. Attendre quoi? Le prochain appel, des nouvelles réconfortantes, une visite peut-être. Certains jours, des femmes se massent devant les fils barbelés pour apercevoir leur mari, leur fils, leur frère. Léo réfléchit à un moyen de se procurer des timbres. Il voudrait écrire à Annie, lui demander de l'encre de Chine, des cigarettes, voire du chocolat, son péché mignon. L'après-midi se passe à jouer aux cartes. Elles sont crasseuses aussi, tandis que d'autres à côté profitent du soleil insolent. La soirée semble ne jamais venir et Léo retarde le moment de rentrer dans le monstre, comme il l'appelle déjà, le bâtiment. Il est encore tôt, même pas 21h, quand des gardiens désabusés et ayant l'air de s'ennuyer fermes leur donnent à tous l'ordre de regagner le dortoir. Celui-ci est éclairé par une seule ampoule tachetée de moustiques et l'on entend les griffes crochues des rongeurs qui courent sans répit. L'odeur monte encore d'un cran. Autour de lui, les hommes s'installent comme ils peuvent, parfois même le sol soupire, grogne et se retourne sans cesse. Immobile, le voisin de Léo semble absorbé dans ses réflexions et celui-ci perçoit les premiers mots d'une prière en hébreu. Cela l'émeut étrangement, lui qui ne prie pas, d'entendre un juif comme lui s'adresser au ciel. Ce n'est pas nous qui avons abandonné Dieu, résonne Léo dans l'obscurité, mais le contraire. Léo se retourne sur sa paillasse, cherchant à fuir l'haleine fétide d'un type trop près de lui, et scrute l'obscurité. Demain, il essaiera. Demain, il trouvera un plan pour sortir d'ici. Voilà ce premier extrait du roman d'Ariane. Et maintenant, le premier extrait du roman de François. Vers 9h, le roi se réveilla encore faible de cette nuit de fièvre et fit venir Dumoulin. « Alors, mon bon Dumoulin, quelles nouvelles pouvez-vous me donner de la santé de votre roi ? Vous vivrez, sire, je vous le garantis. Ce docteur de Montcharvaux est un génie en avance sur son temps. Il maîtrise l'art du diagnostic, des médecines et des soins. Je n'ai fait que l'assister. Laissez-le s'occuper de vous encore quelques jours, et dans 1 mois, vous conduirez l'armée du Rhin à la victoire. » Soulagé, le roi voulut s'entretenir seul à seul avec Oulman, qu'il fit venir. « Mon bon docteur aux identités multiples, vous m'avez donc encore sauvé cette nuit. Votre majesté est trop bonne et je demeure à ses ordres. Je vous ai demandé hier ce que vous souhaitiez comme récompense. Vous avez osé me donner un cours d'histoire et de morale à moi, votre souverain. Je renouvelle donc ma question. Que désirez-vous ? » Oulman avait mesuré sa maladresse de la veille. Pour la première fois depuis Clovis, Pépin le Bref, Charlemagne ou Clotaire, un juif avait pu parler au roi pour son peuple. Il y avait pensé toute la nuit en le soignant. Il ne pouvait lutter contre des siècles de mépris de l'Église envers les Juifs.
Il ne pouvait venger ses aïeux chassés de Paris, de Champagne, de Brie, de Provence, où ces savants avaient pourtant œuvré à la renommée de ces provinces. Comment convaincre un roi jouisseur, peu au fait du commerce entre les pays, du rôle positif des Juifs au sein des nations qui les accueillaient? Seul comptait, comme en médecine, le résultat. Et s'il obtenait qu'enfin les Juifs de France portent le doux titre de Français, sa mission serait remplie. Il devait saisir l'occasion d'obtenir justice pour son peuple avant que la cour, la reine, les distractions, les maîtresses et la conduite des armées ne fassent oublier à ce roi versatile sa guérison et ses promesses. Comme en toute chose, vous avez raison, sire, vous m'avez posé hier une question simple et je me suis égaré, souffrant des injustices faites à mon peuple dans une inutile digression historique. Trop longue et insultante pour notre monarchie et la Sainte Église. Sire, comme je vous l'ai dit, continua Isaïe sans broncher, je vous remercie très humblement, mais je ne désire rien, ni pour moi, ni pour ma famille. Je ne souhaite que justice et honneur pour la nation juive. Oui, mais que voulez-vous donc? S'écria Louis XV. Sire, nous ne réclamons ni grâce, ni faveur, ni privilège. Nous supplions qu'on lève les barrières cruelles nous séparant des autres sujets de Sa Majesté, qu'on abolisse les distinctions humiliantes nous éloignant de la vie publique, qu'il soit permis à chaque juif d'habiter le lieu de son choix, que l'exercice de tous les arts nous soit autorisé, que les bras destinés au service de la société ne soient pas condamnés à l'inaction, que les établissements scientifiques nous accueillent à l'égal des autres membres de la société, qu'enfin, pouvant et voulant remplir les mêmes devoirs que chaque Français, nous ayons les mêmes droits aux encouragements qui lui sont offerts. Mais que désirez-vous à la fin? L'interrompit Louis. Sire, notre vœu le plus cher demeure d'avoir l'honneur de porter haut et fort le plus noble des titres, celui de Français. Cette reconnaissance nous rendrait au nombre des membres les plus utiles au royaume et à votre majesté, pour nous qui sommes Français depuis 17 siècles, sans jamais pouvoir en porter le nom. La voilà donc votre récompense. Vous avez enfin parlé clairement. Vous souhaitez que la nation juive résidente de mon royaume devienne française avec les mêmes devoirs et droits que tout autre Français. Oui, sire, telle est la récompense que j'ose très humblement requérir de votre majesté. Je vous ai écouté, mais vous ai-je entendu? J'y réfléchirai. Merci beaucoup de venir nous parler en première mondiale de vos 2 livres ce soir. Et une petite question à vous, François, pour commencer. Une question tout à fait simple, par ailleurs. Et à quel moment, et je pense que c'est important, avez-vous eu l'idée de relier ces 2 dates? Très bonne question. En fait, j'ai commencé par écrire un essai historique, un récit historique. Je n'avais absolument pas la prétention d'être un romancier, et surtout pas d'être un romancier aussi talentueux que ma femme. Et moi, j'adore l'histoire. J'aime écrire l'histoire, je donne des cours d'histoire, et donc l'histoire me passionne. Donc j'ai écrit un essai historique. Et puis à force de creuser cette histoire de la guérison de Louis XV des mains du docteur Ullmann, j'ai trouvé ça très romanesque. Et je voulais raconter l'histoire de France et l'histoire des Juifs à ce moment-là. Et puis, je voulais raconter que l'été 1744. Je m'arrêtais là. Et puis à un moment donné, et ça Ariane me l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit, c'est très étrange, quand on écrit un roman, à un moment donné, le roman vous habite et le roman vous envoie des signes et vous oriente vers des directions. C'est plus vous qui le maîtrisez. Très étrange. Et c'est vrai. Et j'écris la date de la guérison du roi, 18 août 1744. Et là, j'ai un flash. Et je me dis, ce jour-là, 200 ans plus tard, jour pour jour, le 18 août 1944, un des descendants du docteur Ullmann, le père de ma grand-mère, Henri Klotz, meurt dans une annexe du camp de Drancy. Et je me dis, c'est un signe, et je ne peux pas écarter ce signe, et je dois écrire ces 2 histoires, ces 2 étés 44. Et c'est un signe, mais en même temps, ça requiert, et on les voit dans les livres, beaucoup de recherches, beaucoup de travail. C'est un peu votre travail aussi à Sciences Po. Mais de quelle manière, justement, vous avez pu rendre, et voulu rendre aussi, ces faits historiques? Parce que ces faits historiques, on ne sait pas du tout si c'est vous, si c'est vrai, si c'est inventé.
Et c'est ça, tous les talents, justement, du romancier. Ah ça, alors là, j'ai un maître à ma droite qui est Ariane. Ariane, justement, a une formation d'historienne excellente. Et d'ailleurs, elle aussi, quand elle a commencé à écrire, elle a écrit des romans, mais elle a aussi essayé d'écrire, je le laisserai parler, des récits. Et à un moment donné, dans le récit, et surtout d'un récit du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de documentation, que j'ai tout étudié, évidemment, mais à un moment donné, il y a des trous. Et vous n'arrivez pas à faire le lien. Et puis, surtout, vous vous faites porter par le récit et vous avez envie d'inventer des situations, d'inventer des caractères, d'inventer des dialogues. Qu'est-ce que se sont dit Louis XV et le docteur Ullmann? Et parfois, on a le sentiment d'être dans la chambre du roi aussi. Voilà, on est dans la chambre du roi, mais qu'est-ce qui s'est... Donc j'avais installé des micros. Hein. Voilà. Mais non, donc évidemment, c'est là où c'est formidable le roman, et d'ailleurs c'est une part de liberté, une part d'imaginaire. Vous qui êtes romancier aussi, Eduardo, vous le savez. Vous vous laissez porter par le roman et vous rentrez dans des univers et des domaines que vous n'imaginez pas, et c'est votre imagination qui nourrit ce texte. Voilà, et donc pour moi ça a été un très très grand plaisir d'écrire de manière romanesque, et j'espère que justement c'est vraiment un roman. Et donc vous étiez à bonne école chez vous aussi, au quotidien, parce que Ariane, elle a écrit 10 romans déjà, et ce que vous racontez, vous, dans votre roman, Ariane, c'est tout à fait incroyable, parce qu'on se demande pourquoi personne n'avait fait ça avant vous. Oui, le camp des Milles est un camp qui est donc situé à côté d'Aix-en-Provence et qui est très méconnu pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une usine et qu'elle a repris du service après la guerre. Elle a été donc un camp uniquement de 40 à 42. Et puis parce qu'on n'était pas très fiers de ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes en zone libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun Allemand. Et on a commencé à interner des sujets dits ennemis de la France. Donc la difficulté, c'était qu'ils étaient anti-nazis. Et puis après, on a interné voilà, des indésirables, beaucoup d'autres personnes, des gens qui étaient à gauche, des socialistes, des communistes, des brigadistes internationaux. Et donc la responsabilité de l'État français est écrasante. C'est une trahison. Et donc je crois qu'il y a une bonne dose de culpabilité, ce qui fait que l'usine a fonctionné jusqu'en 1991, ce qui est très très tard, et le site mémorial, le musée, n'a été créé qu'en 2012, il y a exactement 10 ans. Donc la littérature ne s'est pas encore emparée de cet endroit, qui est un endroit pourtant absolument magnifique et terrible, où près de 10 000 personnes sont passées de 38 nationalités différentes. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers qui croyaient en la France et qui ont été trahis. Et d'ailleurs, combien de fois avez-vous été au camp? On sent, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, une grande émotion aussi. Et ça, c'est la romancière. On voit votre émotion lorsque vous écrivez ça. C'est très palpable d'ailleurs. Alors j'ai dû y aller 5-6 fois, mais la première fois que j'y suis allée, c'était avec François. On a été invité par celui qui est devenu le président du musée, qui nous a emmenés au camp des Milles avant l'ouverture et avant même les travaux. Et donc, on était là tous les deux, on ne savait pas très bien à quoi s'attendre. C'est une immense usine. On nous a mis une lampe frontale, comme ça, et on est rentré par une petite porte détournée. Et on est là dans le noir le plus absolu. Et Alain Chouraki courait là comme un lapin dans les allées. Nous, on essayait de le suivre et on était très impressionnés parce que c'est très haut de plafond, parce qu'on imaginait, on voyait la paille, on imaginait les gens qui dormaient là à même le sol. Et oui, j'ai été très choquée, très bouleversée parce que j'ai eu l'impression que ces murs-là, ils avaient une histoire à raconter, que l'endroit était habité, et on voit les graffitis sur les murs, on voit les fresques qu'ont fait les artistes, et je me suis dit, c'est tous ces gens, toutes ces vies oubliées. On est à 7 km d'Aix-en-Provence. C'est juste à côté, c'est la porte à côté. Oui, c'est vraiment à côté. On a des paysages absolument somptueux tout autour, et voilà, des gens ont espéré, ont attendu, ont essayé d'obtenir des papiers, et j'ai eu très très envie de raconter cette histoire, mais il m'a fallu 10 ans pour l'écrire. J'ai écrit d'autres livres en attendant. Et d'ailleurs, vous venez de faire allusion, c'est un cas particulier parce que des gens qui viennent souvent d'Allemagne, d'Autriche,
Ils étaient juifs en Allemagne et allemands en France. Oui, Et donc, et apatrides pour la plupart, donc sans passeport, sans argent, sans laisser-passer. Ils sont parqués là. Au début, la Troisième République et puis Pétain ne sait pas quoi faire d'eux, en fait. On les parque parce qu'on se dit, voilà, peut-être qu'ils partiront à l'étranger, on va tout faire pour qu'ils s'en aillent. Ce sont des indésirables. C'est un mot épouvantable, indésirable, qui sonne vraiment l'exclusion. Ce n'est que plus tard qu'on va penser à eux et aller jusqu'à la déportation pour les hommes, les femmes et les enfants juifs. Mais au début, c'est vraiment, on se méfie d'eux, on pense que c'est des espions. Et donc, on se dit, ils sont mieux enfermés. Et le village tout autour, qui est vraiment à 500 mètres, se dit, oh, bah, ce sont des Allemands. Voilà, on est en guerre. Voilà, ils sont là et au moins, ils ne feront pas de mal à la France. Mais ce sont des anti-nazis de la première heure. et à propos des méfiances, justement, François, lorsque vous racontez dans cette première partie, en 1744, ça se passe en France, mais dans un lieu particulier où les Juifs avaient un peu plus de liberté qu'ailleurs, que sur le royaume français. Oui, en tout cas, ce qui m'a passionné dans l'écriture de ce texte, c'est que je me suis plongé dans la vie des Juifs à Metz en 1744. Et c'est vrai qu'à l'époque, en France, en fait, les Juifs vivent plutôt aux marges du royaume. Il y a des Juifs à Bordeaux, il y a des Juifs dans le comtat vénessin. Les Juifs sont interdits à Paris, sont interdits à Strasbourg, sont interdits à Versailles. Ils habitent en dehors de Strasbourg, mais ils viennent travailler à Strasbourg, mais ils n'ont pas le droit d'habiter Strasbourg. Et Metz, en fait, est un cas très particulier où, depuis 1595, les Juifs ont le droit de résider, ont le droit d'avoir leur organisation, leur chef de communauté, leur synagogue, leur rabbin, leur médecin, leur hôpital. Et c'est une communauté très organisée, très structurée, très brillante aussi, c'est-à-dire que les meilleurs médecins sont à Metz, les plus grands rabbins d'Europe sont à Metz. Par exemple, le rabbin, qui est le grand rabbin de Metz à l'époque, dont je parle dans le livre, est un rabbin très connu, s'appelle Jonathan Ebeshitz. C'est un des très grands talmudistes de l'époque, un des très grands penseurs de l'époque, qui était grand rabbin à Prague. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer qu'ils vivent dans l'opprobre, ils vivent dans un ghetto. C'est pas un ghetto, c'est un quartier étroit, comme souvent les quartiers juifs, un peu à l'écart, mais il n'est pas borné. Ils peuvent sortir. Ils n'ont évidemment pas le droit de sortir le dimanche et le jour des fêtes catholiques, mais ils ont le droit de sortir. Et puis, ils sont en contact avec les non-juifs de Metz. Ils ont une vie, ils sont reconnus pour leur utilité. En fait, il y a eu même une tentative au moment où il y a la révocation de l'Illidan sous Louis XIV de chasser les juifs du royaume. Et en fait, notamment à cause des Juifs de Metz, les Juifs de Metz avaient un rôle absolument clé, parce que c'était la principale garnison à l'est de la France pour se protéger justement contre les Autrichiens. Et le rôle des Juifs, c'était de fournir en chevaux la garnison, qui était très importante, en foin et en céréales. Et à plusieurs reprises et à plusieurs guerres, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils étaient très intégrés. Et puis, il y a une scène que je raconte, que j'ai découverte, mais qui est une scène réelle, c'est que le roi, le 5 août 1744, accepte qu'il y ait un défilé à cheval de la communauté juive de Metz devant lui. Vous savez, on l'imagine parfaitement, ça. C'est très visuel, ce que vous racontez ça. Ouais. Merci, j'ai essayé, mais surtout j'ai utilisé les textes de l'époque qui décrivent parfaitement les compagnies, les musiques, les prières, le char de triomphe à la gloire du roi, de la reine et du dauphin. Avec un châle bleu et blanc, d'ailleurs, voilà. toujours. Ouais. Et voilà, ils ont les couleurs bleues et blanches, qui sont les couleurs, comme vous le savez, du peuple juif. Et c'est une cocarde, et donc le roi d'ailleurs se demande pourquoi ils ont une cocarde bleue et blanche, et pas une cocarde blanche comme les sujets du royaume. Et donc, il fallait raconter cette histoire, justement cette histoire oubliée, d'un début d'intégration et d'émancipation. Et c'est ça que j'ai cherché dans ce livre, c'est montrer cette grandeur aussi des Juifs messins et des Juifs lorrains en 1744. Et d'ailleurs, pour moi, les livres, on peut les lire de manière très différente, toujours. Il a pas mal de niveaux de lecture. Mais une des choses qui, moi, m'a frappé, touché, et cet attachement, justement, et je ne sais pas comment dire toujours, c'est dire des Français juifs ou des Juifs français. Et la nuance est importante parce que ces gens-là, l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, ils demandent à être des Français comme les autres, tout simplement. Mais en fait, ils sont profondément français. On oublie toujours que les Juifs sont en France depuis 2000 ans.
Et la famille, alors la famille Ullmann, on ne sait pas d'où ça remonte, ça fait au moins 3-4 générations, ils sont en tous les cas en Lorraine, qui est la France, cette partie de la Lorraine. Mais la famille de sa femme, les Spire-Lévy, ça remonte au grand rabbin de Paris et au grand rabbin de France au moment de l'expulsion des Juifs de France en 1394. Et avant, ça remonte jusqu'à Rachid. Et il faut imaginer, jusqu'à la grande expulsion de 1394 de Charles VI, les Juifs sont partout en France. Il y a 100 000 Juifs en France, ce qui est énorme. Ils sont dans toutes les villes. Si on regarde, alors je prends ma casquette de prof d'histoire, si on regarde la toponymie des noms juifs en France, en l'an 1000, il y a 500 villes de France qui ont une rue aux Juifs, un quartier juif, un judéo-roumain. Donc, les Juifs sont en France depuis toujours. Et ils se sentent français. Et on ne leur donne pas, et c'est pour ça, c'est la revendication qu'a superbement lu Gilles, on ne leur donne pas ce droit, ces devoirs, cette capacité à bouger, cette capacité à travailler. Oui, à propos des bouger, les 1744 se situent au XVIIIe siècle. Et c'est le siècle des Lumières aussi. Donc, il y a des lumières qui s'allument un peu partout. Et vous racontez ça très bien aussi dans les livres. Tout à fait, c'est le début, justement c'est le début, il commence à y avoir quelques penseurs, heureusement, français, notamment Rousseau, qui va réclamer l'émancipation des Juifs. Et puis un peu plus tardivement, à Metz, justement, il y a le grand concours de Metz, en 1787, donc avant la Révolution, comment rendre les Juifs utiles et heureux. Et il y a 3 vainqueurs, l'abbé Grégoire, très connu, qui obtient l'émancipation des Juifs pendant la Révolution, un avocat de Nancy, Thierry, et un Juif polonais qui s'appelait Zalkin Horwitz. On va revenir tout à l'heure, mais à propos d'utilité, il y a quelque chose qui est aussi frappant aussi dans votre livre, Ariane, c'est que c'est une histoire d'amour aussi, c'est important de le dire, et que malgré les persécutions, ces couples, Léo et Margot, veulent aussi se rendre utiles. Oui, c'est une histoire d'amour parce qu'il fallait mettre un peu de lumière dans le texte. Léo est un jeune homme, un caricaturiste. C'est un combattant. Hein. Il a combattu pendant la guerre d'Espagne, comme tellement de jeunes à cette époque. Et puis, il est pris par les gendarmes français. Il est réfugié sur la Côte d'Azur, à Sanary. Sanary, qui était un centre intellectuel extrêmement important. On disait que c'était Sanary. Sanary était le Montparnasse allemand, tellement il y avait d'artistes. Et donc, quand il arrive au Mille, il va chercher par tous les moyens à s'évader, des moyens légaux, les moyens illégaux. Et ce qui est extraordinaire au Mille aussi et unique, c'est que c'est un camp de transit. Donc, on peut en sortir. On peut espérer obtenir une permission pour aller à Marseille, pour aller faire la queue dans les consulats, dans les ambassades, pour obtenir des papiers. C'est extrêmement compliqué. Il faut des visas de transit, des visas de sortie, des visas d'entrée. Il faut prouver qu'on peut être utile au pays dans lequel on veut se rendre. Et tout ça est absolument incompréhensible pour un étranger. D'ailleurs, 4 demandes sur 5 échouent. Mais il arrive au comité d'accueil aux réfugiés. Il va tomber sur une jeune fille qui s'appelle Margot Keller, et qui est marseillaise, de parents juifs hongrois, et ça va être vraiment le coup de foudre. Ils vont se retrouver au Mille, et Margot est très importante parce qu'elle va lui ouvrir les portes, elle va essayer de l'aider dans sa recherche de visa et d'une sortie, d'une route légale. Donc oui, moi je voulais que ce soit une histoire d'amour parce que je trouvais qu'une histoire d'amour entre un détenu juif allemand et une femme française libre, c'était quelque chose d'original qu'on ne voyait pas toujours. Et puis, c'est ce qui permet à Léo de tenir, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les romans, c'est souvent de savoir comment les gens arrivent à supporter telle ou telle situation. Au Mille, c'est la promiscuité, on l'a dit, c'est la faim parfois, c'est le froid en hiver, c'est la chaleur en été, c'est l'inquiétude. Et la poussière tous les temps. La poussière rouge, oui, qui rentre partout. Et puis c'est l'inquiétude, puisque l'armistice, l'article 19, dit que l'Allemagne peut récupérer ses ressortissants. Et les Juifs, en particulier, savent très bien que si on les envoie en Allemagne, ils seront envoyés à Dachau immédiatement ou exécutés et jetés dans une fosse commune. Donc ils ont vraiment peur. Et donc Léo, il va tenir par l'amitié, parce qu'il a des amis au camp avec qui il a combattu en Espagne
Espagne par l'art, par la création, et puis par Margot, par l'amour, par celle qui va lui tenir la main. Et ce que je trouve beau, c'est que le camp, finalement, d'une certaine manière, les protège. C'est tellement inouï, c'est tellement extraordinaire, une histoire d'amour entre un détenu et une femme de l'extérieur, que tout le camp les adopte, un peu comme des enfants, et les protège des gardiens et les laisse tranquilles surtout. Est-ce que l'art, pour vous, a pu permettre une manière de résistance au sein des camps? Ah oui, tout à fait. Au Mille, il y avait énormément d'artistes. Il y avait des poètes, des écrivains. Léon Feuchtwanger qui a écrit Le Juif sus, qui est très important. Il a des traces aussi, il a des traces, vous avez dit tout à l'heure. Voilà, il y a des peintres, il y a donc des caricaturistes. Max Ernst, Hans Bellmer, voilà, les pères du surréalisme. Et donc, ils sont désœuvrés. On ne travaille pas au Mille. Il n'y a rien à faire. Donc, ils tournent en rond, ils s'inquiètent. Et donc, ils vont commencer à dessiner sur les murs. Est-ce qu'ils montent des pièces de théâtre, des choses comme ça aussi Ils montent des pièces de théâtre, ils montent de l'opéra, ils donnent des conférences. Les avocats donnent des conférences sur des procès. Les hommes de lettres parlent de Diderot ou de Rousseau. Les hommes d'affaires parlent du commerce du cuir ou de la fourrure. Il y a toute une vie, et c'est ça ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est un camp qui est un camp où on vit, où on espère et où on crée. Et effectivement, l'art est un moyen de lutter contre le désespoir. On peut encore voir les fresques qui ont été dessinées et peintes. Alors, il faut voir dans quelles conditions, c'est-à-dire à la bougie. Pas d'électricité, à la bougie, sur les murs, on essaye de peindre l'espoir. Il y a un cœur qui m'a bouleversée, qui bouleverse d'ailleurs tous les visiteurs des Milles, c'est la paix, la liberté, la vie. Écrit, une petite écriture presque d'enfant. Et nous, on arrive en 2023 et on voit ce cœur. Et oui, tout est dit, quoi. Tout est dit et on doit ressentir une émotion profonde aussi. Lorsqu'on voit ça. Oui, parce qu'ils étaient vraiment dans des trous et il faut voir, c'est des fours de cuisson, c'est des cheminées d'aération, ils sont dans le noir, ils sont dans le froid et ils écrivent avec des petits morceaux de crayon comme ils peuvent, et ils peignent sur les murs et c'est très beau parce que c'est un message d'espoir et c'est l'humanité en eux qui résiste et qui ne veut pas lâcher prise. Et d'ailleurs, justement, c'est une question que je voulais vous poser à vous, François, concernant pas votre travail, le travail d'Ariane. Est-ce que lorsqu'on lit ces romans et ces romans-là, vous ressentez justement ces besoins qui a Ariane de transmettre aussi quelque chose aussi de l'histoire pour les nouvelles générations? Parce que j'ai l'impression que pour Ariane, c'est aussi important de parler aux générations d'aujourd'hui parce que c'est aussi un signal d'alarme pour dire ça peut arriver à nouveau. Tout à fait. Et effectivement, dans le roman d'Ariane, ça va plus loin parce que, évidemment, elle parle de l'arrestation des opposants au nazisme et de ces réfugiés allemands, autrichiens, en grande majorité juifs. Et puis après, elle parle superbement de leur internement, principalement des juifs après au Mille, et puis la déportation à l'été 1944 de plus de 2000 juifs, hommes, femmes et enfants des Milles qui sont déportés vers Drancy, puis après déportés à Auschwitz-Birkenau et assassinés. Mais c'est aussi une réflexion sur l'accueil des réfugiés. Et c'est ce qui est très beau, c'est ce qu'on rappelle aujourd'hui. C'est quand on a les réfugiés syriens, les réfugiés afghans qui sont aux portes de l'Europe et que au compte-gouttes, on accepte qu'ils viennent, au compte-gouttes, on leur donne des visas ou des permis de travail, on peut penser à ces réfugiés juifs allemands, juifs autrichiens, opposants au nazisme, non-juifs, qui sont venus en France, qui ont été accueillis plus ou moins bien, et puis après qui ont été internés. Et c'est aussi une réflexion, parce que c'est une réflexion politique, sur le regard que nous, Français d'aujourd'hui, avons sur les réfugiés, qui, hélas, dans notre société, n'est pas un bon regard. Et c'est un message de solidarité. Et pour ça, le livre d'Ariane a d'abord une parole forte, mais aussi une vertu pédagogique importante. Et à propos des regards, votre regard aussi sur cette période-là, 1744, c'est important parce que vous peignez une période aussi laquelle on n'a pas vécu. Et c'est arrivé exactement ce que vous racontez, et les rois, est-ce qu'il a été à cette période-là? Est-ce que vraiment il est tombé malade à ce moment-là? Ah oui, toute l'histoire est vraie. Toute l'histoire est vraie. Ça a été très documenté, parce qu'en fait, on n'a pas cette impression aujourd'hui. Pourtant, quand la reine d'Angleterre
après 70 ans de règne, meurt, ça a fait un battage médiatique énorme. À l'époque, c'est beaucoup plus important. Le roi de France, à l'époque, c'est non seulement le seigneur tout-puissant qui règne sur la France, mais c'est aussi le représentant de Dieu sur terre. C'est une figure divine. Donc, il a 34 ans, il mesure 1m78, il est costaud, il chasse, il fait la guerre, il a des maîtresses, donc c'est vraiment une force de la nature. Il était arrivé en parfaite santé quand il était arrivé là-bas. Il arrive en parfaite santé, et puis tout d'un coup, en une semaine, dans le royaume, on apprend que le roi est malade, le roi est très malade, il se confesse publiquement, ce qui fait d'ailleurs un scandale, parce qu'il annonce ses fautes et ses péchés avec... Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus, les médecins de chef. Il y a deux médecins. Et les médecins de chef, c'est il y a Chiquano qui sont médecins en chef, et puis il y a Laperoni qui sont chirurgiens. Et Laperoni, son père était barbier, donc voilà. Voilà, et Laperoni, on le surnomme le barbier, parce qu'en fait, ce qu'il adore, c'est purger et saigner. Alors il purge, il saigne, il purge. Alors vous imaginez un pauvre homme de 34 ans, dans la force de l'âge, costaud, qui a une grosse dysenterie, il est purgé et saigné au moins plusieurs fois par jour. Donc au bout d'une semaine, effectivement, le résultat attendu arrive, il va mourir. Et vraiment, il va mourir, et il y a des messes pour sa mort qui sont prononcées dans le royaume. Le dauphin arrive à toute vitesse, il est à Verdun, il va mourir, et tout le monde est sûr que le roi, c'est le 15 août 1744, le roi va mourir. Et là, on sait, parce qu'il y a eu il y a un témoignage du duc de Richelieu. Le duc de Richelieu, c'était le grand copain de Louis XV, et c'est celui qui le lui fournissait en jeune et jolie jeune femme. Et en fait, le duc de Richelieu était un homme important dans l'histoire de France, parce qu'il a été un homme très important à l'Académie française, mais surtout, c'est lui qui a inspiré Valmont, le personnage des Liaisons dangereuses de Laclos. Et donc Richelieu raconte dans ses mémoires que le roi est sauvé par un mystérieux empirique. Alors un empirique, c'est un charlatan, un peu un sorcier. Michelet, dans son Histoire de France, raconte que le roi Louis XV est sauvé par un charlatan dont on ne sait même pas le nom. Et Dumas, dans le siècle de Louis XV, raconte à peu près la même chose. Donc il ne fallait surtout pas raconter par qui il a été sauvé. Là, il ne faut pas trop raconter non plus, parce que vous allez découvrir à la lecture du livre. Mais il y a aussi... Oui, il faut dire que le roi est seul. La cour s'en va. C'est-à-dire qu'en une semaine, on apprend qu'il est malade, qu'il est vraiment très malade, qu'il est mourant, mais surtout, il est complètement seul. Toute la cour le déserte. Et donc, la situation va changer grâce à un médecin. Mais c'est ça ce qui m'a frappé, moi, dans le livre. C'est qu'un roi de France qui est avec la cour, et tout d'un coup, c'est un homme seul face à sa mort. C'est un peu comme en politique française. La cour court au-devant du dauphin qui arrive. Parce que le roi est mort, ou quasiment mort. Il faut surtout être le premier à aller accueillir le dauphin. Donc il le déserte. Vous pouvez nous dire quand même qui était Isaïe, ces médecins, parce qu'il est incroyable quand même. Ces médecins qui... Les médecins français de l'époque étaient nuls. Et ça m'a vraiment surpris. Parce que, évidemment, comme vous toutes et tous, j'ai lu Molière, le médecin malgré lui, le malade imaginaire, et ça, où les médecins, vous vous rappelez du personnage de Diafoirus, c'est des Diafoirus. Et ça, c'est un siècle avant. Et donc, un siècle plus tard, en 1744, ils n'ont pas fait de progrès. Et d'ailleurs, Laperoni, le premier chirurgien, après, est surnommé le Diafoirus de Versailles. Et d'ailleurs, ça lui colle à la peau. Et d'ailleurs, je ne raconterai pas ce qui arrive à ce chirurgien Laperoni, mais évidemment, ça n'a pas été une grande réussite. Oui, mais il y a aussi cette histoire des médecins, mais quand il est mourant, il fait quelques promesses parce qu'il est obligé, il devait sauver sa peau. Et voilà, et ça, c'est une grande découverte. Ça. C'est vrai, ce roi mourant discute avec son confesseur, l'évêque de Soissons, qui est très dur avec lui. Il lui faut tout le temps la morale, il lui dit c'est normal avec vos maîtresses, c'est pour ça que vous êtes malade. C'est presque du abus des faiblesses à ce moment-là. Et complètement. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, Louis XV le perçoit comme ça. Et puis à un moment donné, Louis XV, il ne veut pas mourir, et il lui dit mais qu'est-ce qu'il peut faire votre Dieu pour me sauver? Alors, l'évêque de Soissons lui dit sire, il faut que vous construisiez une grande basilique. Et là, Louis XV a une vision. Et il dit oui, effectivement, mon ancêtre, mon aïeul, Louis XIV, a construit Versailles pour sa gloire. Si je survis, seulement si je survis, je construirai une basilique en l'honneur de Dieu. Et ce sera la plus haute et la plus belle basilique de Paris. Ce sera la basilique Sainte-Geneviève sur la montagne Sainte-Geneviève. Et d'ailleurs, ça relie un peu cette partie-là du livre qui se passe en 1744. Il y a aussi 1927, je crois. Et cette histoire est racontée, en 1994, cette histoire est racontée aussi. Donc,
Alors là, Eduardo, vous m'avez dit qu'il fallait effleurer. Et voilà, c'était. Voilà. Effleurer, là, c'est plus qu'effleurer, on dévoile. Non, mais ça, on découvre plusieurs fois. Bon, donc, parce que vous connaissez tous la basilique Sainte-Geneviève. Voilà, c'est ça. C'est quoi pas à ceux qui ont lu le livre. Où se trouve la basilique Sainte-Geneviève? À côté du Panthéon, pas mal. Ouais. Mais sinon, ça s'appelle l'église Saint-Eustache. Ah oui, c'est pas. Non, mais elle est où cette basilique Sainte-Geneviève? La plus haute basilique de Paris. Jusqu'à la Tour Eiffel, c'était le plus haut bâtiment de Paris. Elle est à côté du Panthéon, non, c'est Saint-Eustache, ça. Puis il y a la tour Clovis, qui était l'ancien. Ah non, c'est pas Eustache, comment ça s'appelle Oui, tu as raison, c'est pas Saint-Eustache, comment ça s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois, non, voilà. C'est pas ça, non. Ben, en fait, cette basilique Sainte-Geneviève, elle a été commencée en 1758 et elle a été achevée d'être construite en 1790. Pendant la Révolution. Voilà, vous imaginez comment on inaugure une basilique en 1790 ben, on ne l'inaugure pas. On ne l'inaugure pas du tout. Et en avril 1791, Mirabeau meurt et à l'Assemblée constituante, on décide d'enterrer Mirabeau avec tous les honneurs, pas dans la basilique Sainte-Geneviève qui devient le panthéon des grands hommes. Et Mirabeau a joué un rôle très, très important dans l'émancipation des Juifs aussi, il faut le dire. Tout à fait. Comme l'abbé Grégoire et aussi Robespierre, un peu. Exactement. Mirabeau a fait connaître Mendelssohn en France et donc tout ce mouvement des Lumières et la Scala, non, excuse-moi, le mouvement juif des Lumières, c'est un mouvement des Juifs d'émancipation, et c'est le premier à avoir écrit dessus en 1787. Et puis vous avez raison, Robespierre a été un des pères de l'émancipation des Juifs, ce qui est assez peu connu. Donc Gilles, je vous invite à lire la suite des 2 prochains extraits, oui, des 2 romans, voilà. Je vais continuer avec le roman d'Ariane. Donc ce sera le 2e extrait. Jour après jour, le travail prend forme. Léo et les autres se donnent à fond. Ils ont choisi de colorier directement sur le béton au lieu de peindre sur un enduit frais. Tous les matins, ils s'y consacrent, en discutent, se disputent parfois. Dans Le banquet des nations, parodie de la scène, Bodek a imaginé un esquimau, un noir, un fakir indien, un cow-boy attablés ensemble. L'impression est joyeuse, les assiettes bien garnies, les aplats simples et colorés. Derrière, à quelques mètres, isolé, se tient un convive vêtu d'un smoking, se morfondant seul devant une assiette vide. Léo et les autres l'ont voulu ainsi, à l'écart. Le juif repoussé désormais à la périphérie de la vie, loin de la fête. Un rappel de leurs conditions à tous, car chaque jour apporte son lot de mesures antisémites. Un commissariat général aux questions juives vient d'être créé en France afin d'organiser la spoliation des biens juifs et d'orchestrer une vaste campagne antisémite. Les juifs sont maintenant jugés responsables de tous les maux, fauteurs de guerre, révolutionnaires, grands argentiers. L'opinion adhère et en redemande. Enfermés, détroussés, vilipendés, que peut-il leur arriver encore? Léo chasse ses idées noires en griffonnant des esquisses, en ébauchant des couleurs, un délire fiévreux de bleu et d'ocre piqué de jaune, où la lumière perce et transfigure le tout. Il peint rapidement, sa main déliée au début, puis qui fatigue, les doigts lourds. Il aime soigner les détails, une sardine, un gros jambon, un chapeau. L'assemblée prend vie, s'anime, comme ses planches de dessin auparavant. Ce projet, qui va durer jusqu'à la fin du printemps, les fait tenir et leur permet de redevenir ceux qui n'ont jamais cessé d'être, des artistes. Léo songe souvent à Max Ernst, libre à présent à New York. Qu'aurait-il pensé de leur travail? Lui qui excelle à dessiner des silhouettes tout entières faites de limes, symbole d'évasion, dans cet endroit sinistre, oublié de tous. 2e extrait. Donc du livre de François. Ma grand-mère, d'une voix douce et lointaine, comme dans un murmure venu du plus profond, me conte les derniers jours de son père. Le lundi 31 juillet 1944, à l'aube, alors que papa se trouvait seul dans son appartement au 6e étage du 8 place de la Porte de Champéret,
On avait violemment frappé à sa porte. Âgé de près de 78 ans, paralysé, il s'était difficilement hissé dans sa chaise roulante. Inquiet, sans nouvelles de ses filles, il avait ouvert. Devant lui se dressaient 2 SS. Maigre, musclé, nerveux, à la voix aiguë, un adjudant aboya un Oberscharführer Weisel, en faisant tournoyer une canne dans sa main gauche. Cela devait être son nom. À ses côtés se tenait un caporal plus âgé, aux cheveux rares, au front bas et lourd. L'adjudant, à l'accent autrichien, demanda à mon père, en mauvais français, s'il était le Schwiff Klotz. Ma grand-mère marqua un temps d'arrêt, puis, de plus en plus émue, reprit. Je gardais le silence et l'encourageais du regard et d'un sourire tendre. Mon père s'est préparé à ce moment. Depuis 3 semaines, il n'avait plus de nouvelles de Denis, sa Benjamine. Il n'arrivait plus à joindre Georges, son frère. Seule la brave Madeleine, fidèle depuis la rue de Tilsit, continuait de lui livrer quelques courses et de nettoyer son intérieur. Je suis bien le lieutenant-colonel de réserve Lucien-Henri Klotz, officier de la Légion d'honneur à titre militaire. Croix de guerre 14-18 avec palme, citoyen français, leur répondit-il avec fierté dans son allemand parfait. Le caporal s'empara de sa chaise roulante, le poussa vers le palier. Elle ne rentrait pas dans l'ascenseur trop étroit. Ils tentèrent de le lever pour lui faire descendre les marches. Ses jambes ne répondaient plus depuis longtemps. La sciatique paralysante avait gagné progressivement après ces années au front et un accident de voiture. En août 14, âgé de 47 ans, père de 6 enfants, il aurait pu éviter les combats. Mais capitaine de réserve, il n'avait pas hésité à rejoindre son régiment pour la durée de la guerre. Héroïque, il avait dirigé ses batteries du 3e d'artillerie de Maubeuge à Ypres, de Verdun à Apremont et Lasserre. 30 ans plus tard, affaibli par des problèmes rénaux, paralysé par la sciatique, amaigri par les privations, il faisait de nouveau face à ses vieux ennemis, sans ciller. 200 ans plus tôt, les Autrichiens tentaient déjà d'envahir ces chères Alsace et Lorraine. Ils le soulevèrent, lui si frêle, et dévalèrent l'escalier. Ils les insultaient, se débattaient. Des portes s'ouvraient, vitres fermées. Ils résistaient. Ils ne partiraient pas sans un dernier combat. Il leur rappela ses victoires et la défaite de leur père. Furieux, les 2 SS le précipitèrent depuis les dernières marches. Au sol, Weisel le frappa de sa canne. Le rasoir, son arme préférée, attendrait le camp. Ils le relevèrent, en sang, mais conscients. Ils le traînèrent, le jetèrent dans un bus empli d'autres vieillards, de femmes et d'enfants juifs. La voilà donc, la grande armée allemande, leur lança-t-il dans son allemand si raffiné, de supplétifs autrichiens qui tabassent des vieillards et arrêtent des familles entières et des orphelins. Vos pères que j'ai combattus et vaincus n'étaient pas les chiens que vous êtes devenus. Weisel sortit son pistolet et d'un coup de crosse le fit taire. Il ne reprit conscience qu'en début d'après-midi, dans ce bus surchauffé, en route pour un camp de banlieue, au nord-est de Paris. François, ces textes, chaque personne lit de manière un peu différente un livre. Chacun voit un peu midi à sa porte. Mais là, j'ai eu les sentiments, lorsqu'il essaie de répondre à ces nazis qui viennent l'arrêter, c'est les Français et les Juifs en même temps qui répondent. Parce que lui, c'est un patriote, complètement. Oui, et ça, on les sent vraiment de manière incroyable dans ces textes. Merci, d'abord merci à Gilles pour sa lecture, lecture très émouvante. C'était un passage pour moi très dur à écrire, et d'ailleurs je salue dans la salle notre cousin Patrick Bloch, arrière-petit-fils d'Henri Klotz et petit-fils de Lucienne Klotz, la fille d'Henri Klotz qui est morte en déportation. Et c'était très émouvant à écrire, et tu m'as ému en le lisant. Donc je suis faire passer plein de choses, et vraiment bravo. Que dire, c'est un récit, c'est un roman. Je ne sais pas comment a été arrêté Henri Klotz. Je sais exactement quel jour, je sais exactement son adresse.
j'ai imaginé les deux SS autrichiens qui étaient deux adjoints. Ils ont vraiment existé. Weisel était un adjudant-chef à Drancy et c'était un de ceux qui allaient chercher les Juifs. On est le 31 juillet 1944. Hein, les Alliés sont à 100 km de Paris. Et qui allaient chercher les derniers Juifs pour les arrêter. Donc ils allaient chercher les vieillards. Ils ont raflé les orphelinats. Et on pense que c'était haine, justement, Voilà. les débarquements. Et on continue à arrêter les gens. Oui. Et pour écrire ça, par contre, j'ai trouvé, il y a quelques années, grâce à ma sœur Anne qui est là, j'ai trouvé la malle d'Henri Klotz, un malle d'officier pendant la guerre, où ma grand-mère a gardé tous ses papiers. Et il y a beaucoup de lettres pendant la guerre. Et lettres, et justement, je me suis inspiré de ces lettres pour écrire ce passage, parce que ces lettres, c'est des témoignages d'un patriote blessé. Comment il est trahi par la France, comment il est trahi par l'État français, par Pétain et Laval, et qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et il se bat pas tellement pour lui, parce qu'il est vieux, il est malade, il sait que c'est ses derniers jours, mais il se bat pour ses filles, il se bat pour ses fils, il se bat pour ses petits-enfants, il est très attentif à ça. Et j'ai voulu raconter cette fin, parce que c'est une fin déchirante, justement, de tous ces patriotes juifs français qui ont été évidemment assassinés par les nazis, mais trahis par la France. Et c'était l'histoire d'un assassinat et d'une trahison. Oui, mais dans votre livre, il y a énormément de symboles quand même, parce que vous parlez tout à l'heure de cette basilique qui est devenue le Panthéon. Et c'est aussi les symboles de la République. Et j'ai le sentiment que c'est vrai, le XVIIe siècle, avant, ça se passe pendant la période de la royauté, mais ce qui est devenu les Panthéons, et ce qui est devenu aussi la République, pour vous, c'est quelque chose d'importantissime, de vraiment très important. Et la République, c'est pour tous les temps en filigrane, et dans votre livre, malgré si ça se passe avant cette période, une grande partie. Tout à fait, mais la République n'était pas à Vichy, n'était pas avec Pétain et Laval. Ils ont trahi la République. Ils ont trahi tous les principes de la République. Les principes de la République, on les connaît tous, c'est liberté, égalité, fraternité. Ils ont écrasé ça. Ils ont trahi la France d'abord. Ils ont collaboré avec l'ennemi. Ils ont livré la France à l'ennemi. Et puis ils ont livré ces hommes, ces femmes, ces enfants. Ils ont livré les résistants. Ils ont livré les Juifs. Donc c'est une trahison. Ce n'est pas la République. À un moment donné, De Gaulle disait, ou même Mitterrand disait, c'était pas la France. Si, c'était la France. C'était l'État français. Mais c'était pas l'idéal républicain que nous avons tous. Et c'est aussi raconter cette trahison. Et cette trahison d'autant plus forte pour les Juifs français. Je veux pas trop. Et d'ailleurs, Ariane, elle parle des Juifs étrangers. Moi, je parle beaucoup des Juifs français. Mais pour les Juifs français, évidemment plus fort. Parce qu'ils sont totalement français. Ils sont totalement républicains. La République les a émancipés, les a fait se développer, a fait s'intégrer. Et là, c'est une trahison totale. Pour les Juifs étrangers, un État qui les persécute, quand vous êtes Juif polonais, russe, roumain, hongrois, c'est hélas dans la nature des choses. Donc l'État, sauf évidemment, ils sont venus en France en disant la République française va nous protéger. Mais la trahison d'un État n'est pas aussi charnelle que pour ces Juifs français, où ça a été une double douleur, quoi. Ils ont été abandonnés par la mère patrie. Oui, mais beaucoup parlent français et beaucoup sont attirés par la littérature française et pensent que la France est la patrie des droits de l'homme. Et donc, les Juifs étrangers vont aussi subir une trahison, et la trahison de tous leurs idéaux. Ils sont arrivés avec le droit d'asile. La France, la Troisième République les a accueillis et puis finalement les a parqués, les a internés et Vichy les a ensuite livrés. Donc la trahison est aussi extrêmement importante pour eux. Oui, mais vous, Ariane, je crois que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup l'espoir, qui est aussi un peu optimiste malgré tout, parce que même dans ces camps-là, dans les mines, il y a des gens aussi qui se comportent bien, il y a des justes, il y a des gens qui essayent de faire des choses. Il y a toujours cette partie-là qui vous mettez aussi en avant. Ce n'étaient pas tous des salauds. Parce que c'est la vérité, c'est la vérité. Au camp d'Émile, il y a eu des justes, il y a eu un gardien de prison et sa femme, Auguste Boyer, qui a sorti des enfants du camp, qui a essayé de cacher des adolescents sur le toit, qui en a mis dans les fours de cuisson, enfin qui a été absolument héroïque, qui a été d'ailleurs reconnu comme juste des nations. Un lycée porte son nom dans la région PACA. Et puis il y a eu
un pasteur, et moi j'ai des origines protestantes par ma famille paternelle, et j'avais très envie de raconter la vie de ce pasteur parce que il est arrivé au camp d'Émile, il était seul, et il a été complètement bouleversé par ce qu'il a vu, et donc il a cherché désespérément à faire des faux certificats de baptême, à emmener des gens au culte, au village à côté, et puis il en perdait comme ça, 1, 2 ou 3 qui s'évaporaient dans la nature. Donc oui, bien sûr, il y a eu des actes justes, et quand on visite les 1000, on sort avec cette conviction que d'abord, il faut toujours non seulement résister, mais être vraiment se rendre compte que la République finalement est fragile, que tout peut s'écrouler. La République en Allemagne s'est effondrée et un régime totalitaire a vu le jour, et que donc il appartient à chacun de protéger, de surveiller et de faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble. Et je trouve que le message est extrêmement moderne, parce que dans une période de fake news, de discours d'exclusion, de haine, eh bien, le camp d'Émile montre que certains se sont bien comportés et que les actes justes ont existé. Et ben moi, hélas, dans notre histoire familiale, il n'y a pas eu de juste. En tous les cas, pas pour les Klotz et les Hayem, pas pour les 8 membres de la famille Klotz qui ont été arrêtés le 11 et le 12 juillet à Paris et déportés par le convoi 77. Et ils ont été exterminés à Auschwitz dans les chambres à gaz. Et une sœur de ma grand-mère et une cousine de ma grand-mère ont survécu, mais ont survécu que quelques mois et sont morts du typhus en novembre et décembre 44. Donc eux n'ont pas connu les justes. Par contre, dans l'autre partie de ma famille, il faut le saluer, parce qu'effectivement, il faut saluer les justes parmi les nations. Ma grand-mère, mon père, ma tante ont été sauvés par un formidable couple qu'on a bien connu, qu'on a surtout connu la femme, parce que le mari était mort avant qu'on naisse. Elle s'appelait Marguerite Copé, et avec son mari Jacques Copé, ils ont leur nom, comme Auguste Boyer, ils ont leur nom sur le mur des justes, parmi les nations dehors. Et ils ont caché, au risque de leur vie, mon père, ma mère, leur cousin Philippe Elbron, dont il y a leur fils Daniel qui est là, à Moulins, pendant 6 mois, justement après les arrestations de la famille au printemps 44 et à l'été 44. Et c'est grâce à eux que, quelque part, je suis là, parce que s'ils n'avaient pas sauvé mon père, je ne serais pas là. Et donc, effectivement, il faut rendre hommage au juste. Mais pour les familles Klotz et Hayem, il n'y a pas eu de juste. Il y a eu sûrement une dénonciation en plus. Il faut rendre hommage aussi, et c'est un peu votre livre, à ceux, parce qu'il y a à peu près, on a parlé tout à l'heure avant de commencer, 3000 juifs qui n'ont pas été déportés, n'ont pas eu le temps d'être déportés parce qu'ils sont morts en France. Et donc, ces gens-là, il faudrait peut-être aussi trouver un endroit, je pense que vous savez trouver, pour leur donner un nom et aussi qu'il y ait une espèce de... qu'on se souvienne d'eux aussi, parce qu'ils les méritent. Oui, tout à fait, c'est ce dont nous avons évoqué, parce que quand nous sommes arrivés, j'ai montré à Eduardo sur le mur des noms. Je vous invite d'ailleurs en sortant à regarder le nom de Georges Klotz, de Lucienne Klotz, de Denise Klotz, que vous retrouverez dans le roman. Et là, c'est plus un roman, c'est un récit. Ils sont morts à Auschwitz-Birkenau. Et Eduardo me disait, et Henri Klotz. Et je lui dis, Henri Klotz n'est pas sur le mur des noms. Henri Klotz, il meurt le 18 août 1944, dans l'hospice Rothschild, l'hospice des vieillards, qui est l'annexe du camp de Drancy, qui est vraiment un camp d'internement. Il y a des barbelés, il y a des chiens, il y a des Allemands qui le gardent. Il n'y a pas de soins, il y a des médecins et des infirmières, mais aucun médicament. Et donc il meurt là. Et effectivement, il n'est pas sur le mur des noms. Parce que le mur des noms, c'est le mur des noms des déportés juifs de France. Et d'ailleurs, sur le mur des noms, il y a des noms de déportés qui vont revenir. Il y a le nom, par exemple, de Ginette Kolinka qui va revenir. Moi, ça s'appelait Ginette. Elle n'avait pas ce nom-là, c'est son nom, ça, c'est son nom de femme mariée. Mais il y a le nom de Simone Jacob, qui est devenue Simone Veil. Il y a 4000 juifs qui sont revenus. Donc, c'est les noms. Et donc, effectivement, en menant la chose, depuis quelques années, on se pose vraiment la question comment honorer ces 3000 juifs morts et assassinés en France. Morts dans les camps, d'Émile, de Rivesaltes, de Gurs, de Drancy, fusillés, assassinés dans la rue, souvent. Il y en a eu 3000. Et donc, on va faire un monument dans la crypte, près du fichier juif, et ce sera un monument qui évoluera dans le temps, parce que ce qui est compliqué, c'est si vous gravez des noms. Sur le monument des Juifs déportés de France, on avait une liste de noms, c'était plus simple. Là, on n'a pas vraiment, on a beaucoup de documents, il y a un travail historique qui est fait. Là, on a 3000 noms, on va les mettre, mais on va essayer d'alimenter. D'ailleurs, on veut que les familles, si parmi vous, il y a des familles dont un membre de leur famille est décédé en France dans un camp ou fusillé,
il faut venir nous le signaler au mémorial, nous donner des documents pour que nous puissions les intégrer dans ce mur d'hommage. Et d'ailleurs, il faut dire, on aurait pu les dire, mais on ne va pas tout raconter. Votre roman, c'est aussi une histoire d'une généalogie aussi. On connaît un peu l'histoire à travers les temps, un peu de votre famille. Oui, alors ce qui est amusant, effectivement, et puis là je parle devant mon ami Jean-Paul Picard, qui est le trésorier mémorial et qui est un généalogiste hors pair, c'est assez étonnant la généalogie parce que sur les juifs français, souvent je discute avec des amis juifs qui sont d'origine d'autres pays que la France, sur les juifs français, notamment les juifs messins, on arrive à remonter sur 300 ans, 400 ans, 500 ans, toutes les archives ont été conservées. Et donc, ce type de recherche généalogique est absolument incroyable, parce que vous trouvez d'abord des ancêtres partout, mais surtout plein de cousins. Plein de cousins, et d'ailleurs je suis ravi dans la peut-être salle. ici dans la salle, il y a une amie qui s'appelle Caroline Bongrand, qui est une excellente scénariste, qui était la scénariste du film Eiffel, et qui, on est copains depuis longtemps, elle a découvert, elle sait que le docteur Ullmann était son ancêtre. Moi je sais que le docteur Ullmann était mon ancêtre, mais on n'en avait jamais parlé évidemment. Et donc on a découvert, via la publication de ce livre, qu'on était cousins. Donc je me retrouve plein de cousins, il y a peut-être d'autres cousins dans la salle d'ailleurs. Les livres servent à ça aussi. Les livres servent à beaucoup des choses, mais il faut dire, parce que votre livre est très différent, parce que dans la première partie, parfois, on rit beaucoup aussi. Quelquefois, il y a des choses tout à fait étonnantes, découvertes aussi sur la vie un peu torride aussi de Louis XV. C'est assez étonnant tout ça. Ah oui. Bah, il était connu pour ça, hein, Louis XV. Je me suis amusé à la fin, d'ailleurs, à faire la liste de ses maîtresses. C'était presque un paragraphe entier. Hein. J'en ai oublié beaucoup. Oui, mais il ne travaillait pas non plus, donc... Il était roi de France quand même. Et vous savez, il est 9h moins quart, 9h moins 20, c'est ça, non, grosso modo? C'est quelle heure il est là, exactement? Oui, c'est ça. 9h moins 20. Oui, je vous propose quelque chose, de vous donner la parole pour quelques questions. Et après, non, on conclut après par les textes. Donc d'abord la parole et après les textes. Voilà. Je voulais vous demander, je suis américaine, je fais beaucoup de recherches sur l'histoire des Juifs de France, et ce qui m'a étonnée, c'est, je me demande où votre aïeul, le docteur Ullmann, a fait des études de médecine, parce que je croyais que c'était interdit aux Juifs d'aller à l'université. Je sais qu'à Bologne, c'était le premier endroit où les Juifs étaient acceptés, mais votre aïeul, vous avez une idée? Vous avez tout à fait raison. En fait, c'était même pas que les Juifs. C'est pour faire des études en France, à l'époque, il fallait être catholique. Oui. Donc c'était totalement interdit. Et les Juifs, vous avez aussi raison, les Juifs allaient étudier soit en Italie, où les études de médecine étaient ouvertes aux Juifs, soit en Allemagne. Et même pour les protestants. Alors les protestants, ils avaient été châtiés de France par la révocation de l'édit de Nantes en 1672, donc c'était compliqué pour eux. Mais il restait évidemment des huguenots en France, ils n'avaient pas le droit de faire des études de médecine. Et donc ils allaient eux aussi étudier en Allemagne, en Suisse. En Suisse. Et donc Isaïe Ullmann est diplômé de l'université de Gießen. Gießen, qui est en Allemagne. Et son père, le docteur Jacob Ullmann, était le médecin du duc de Palatin au château de Mannheim, qui était un grand seigneur. Et donc ça prouve bien que c'était une lignée de médecins de très haut renom et de très grande qualité. Simple question sur les noms. Vous dites le docteur Ullmann, et j'avais lu quelque part le docteur Serf Ullmann. En fait, il avait deux prénoms, comme très souvent chez les Juifs. Il s'appelait Isaïe Serf, c'était ces deux prénoms, et Ullmann, c'était son nom de famille. Et Ullmann qui a souvent été après francisé en Ullmann. Voilà. Et deuxième question, est-ce qu'on sait ce qu'on lui a donné au roi pour le soigner? Oui, en fait, j'ai la potion. La potion, et j'ai la recette de la potion. Il y a les 24 ingrédients. Il y a de la feuille d'or, il y a de la fleur d'oranger. Il y a plein de trucs cicatrisants, en fait. Par contre, ça on peut dire quand même, c'est étonnant, les noms des familles, Ullmann, ça veut dire quoi? Et parce qu'il a une rue qui donne sur le Panthéon, s'appelle rue de Ulm. Non, mais c'est normal tout ça. C'est normal. C'est que quand on réfléchit bien, c'était écrit. Hein. Si Ullmann n'avait pas réglé le roi n'aurait pas fait construire la basilique Sainte-Geneviève, et donc on n'aurait pas eu le Panthéon. Et effectivement, le Panthéon se trouve au bout de la rue d'Ulm. Et qu'est-ce que ça veut dire Ullmann? Ça veut dire l'homme originaire de la ville d'Ulm en Allemagne. Donc c'est normal. Voilà, ça fait partie de ces signes étonnants qui m'ont accompagné pendant 4 ans, et heureusement que ça s'arrête. J'ai commence à m'angoisser un peu. Vous allez faire la suite après, alors.
Moi, je ne veux pas poser de questions. Je vous remercie surtout d'être là, ce couple formidable qui nous ravit, en fait, qui écrit et qui fait son devoir de mémoire, en fait. Parce que c'est ça, il faut continuer par des livres, par des films, à expliquer aux jeunes ce qui s'est passé et qu'il ne faut pas que ça recommence. Voilà. Et je suis très émue ce soir de vous voir tous les deux raconter deux histoires complètement différentes. Enfin, trois histoires, parce qu'il y en a un qui triche, il raconte deux histoires en même temps. Et je suis émue et éblouie par votre travail. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu beaucoup de livres d'Ariane. Et ce moment est très important, en fait, pour nous tous. Je souhaite un grand succès à tous ces livres. Il faut continuer. Par des films, par des livres, par des documentaires, par des conférences, par la culture, par la mémoire, par la musique. Il faut continuer à en parler. Merci Nelly, merci vraiment pour ce... Merci Nelly. Et justement, une question, c'est lorsque on entend un témoignage qui vient d'avoir lieu, ça veut dire, j'imagine toujours pour vous, Ariane, que votre travail est important et que on parle de mémoire, vous avez cité mémoire, mais lorsqu'on veut transmettre cette mémoire, il faut toujours les faire. Et j'ai l'impression que pour vous deux, c'était très important d'apporter toujours des connaissances historiques solides aussi. Il n'y a pas de mémoire sans connaissances historiques solides. Oui, je crois que quand on écrit un roman historique, on ne peut absolument pas se tromper et que les textes, que ce soit François ou le mien, on a vraiment énormément travaillé sur la documentation. La documentation, c'est comme un terreau, c'est comme le socle en fait. Après, l'histoire peut se déployer, mais il faut que tout soit vrai. Et donc, tout a été relu par des historiens parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper sur une date, sur un fait, sur un chiffre, sur un nombre. Mais après, cette documentation, elle a juste le rôle qu'on lui donne, c'est-à-dire de socle, de terreau. Après, il faut vraiment créer une émotion, prendre le lecteur par la main. Il faut que, grâce à Léo, par exemple, mon personnage, eh bien, le lecteur rentre dans le camp d'Émile. Et c'est à ce moment-là que l'histoire prend la petite histoire, l'histoire du roman, en tout cas, prend le pas sur la grande histoire. Et quand les personnages commencent à courir devant vous et à avancer, ben c'est là où on sent qu'on tient vraiment une histoire et qu'il faut aller jusqu'au bout. Et quand ils courent devant vous, vous essayez de les attraper ou pas? Parfois, c'est très difficile. Et surtout, moi, j'ai découvert, parce que comme c'est mon premier roman, j'ai découvert qu'à vers 5h, 5h30 du matin, ils viennent vous tirer du lit. Ils viennent vous voir et vous disent, voilà, alors, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis le docteur Ullmann, je vais rentrer à la chambre du roi, voilà ce que je vais faire, etc. Et puis vous dites, mais bon, c'est ce que tu vas faire? Oui, c'est ce que je vais faire. Et donc là, vous vous levez, les 5h30, le soleil se lève à peine, parce que j'écris l'été, et puis vous commencez à écrire, et puis vous êtes habité. Mais alors là, pour rejoindre Ariane totalement, Ariane a toujours fait ça, et moi j'admire énormément ça, parce que c'est pas le cas toujours des romanciers qui écrivent sur la Shoah. C'est pas le cas, et moi ça m'horripile. Quand il y a des erreurs, il y a des anachronismes, il y a des absurdités, il y a des erreurs de chiffres, il y a des erreurs de noms, il y a des erreurs de termes. Ariane, c'est d'une rigueur absolue. Et effectivement, elle l'a fait relire par notre ami que tu connais, Tal Brutmann. C'est un excellent historien. Il n'y a personne de plus dur que Tal Brutmann. Voilà. Et Tal, il a d'abord relu le roman d'Ariane, et je crois qu'il a trouvé 2-3 fautes. J'espère qu'il ne va pas écouter. Oui. Voilà. Salut Tal. 2-3 fautes. Et moi aussi, pareil. Alors moi, j'ai, comme Ariane, une formation d'historien, et puis j'aime enseigner l'histoire. Il faut évidemment faire la place à l'imaginaire, c'est ça l'amusement du roman en fait. Oui. Mais il faut être d'une rigueur totale sur tous les faits. Et à nouveau, Tal Brutmann l'a lu, il m'a fait 3-4 corrections très pertinentes, voilà. Mais c'est important. Et je dirais que trop souvent, certains écrivains qui veulent s'emparer de ce type de sujet, comme d'autres sujets historiques d'ailleurs, prennent des libertés avec l'histoire. Il ne faut pas se prendre des libertés avec l'histoire. Il n'y a pas besoin en plus. Pas besoin. Et d'ailleurs, pour me racheter un peu, et Tal, il vient de publier un livre formidable au Seuil sur l'album d'Auschwitz. C'est
un livre impressionnant. J'avais déjà fait pas mal de rencontres avec lui il y a pas mal d'années. Mais s'il faut acheter un livre aussi en dehors de ceux de là d'aujourd'hui, c'est celui de Tal Brugmann. Donc, tout à fait. C'est l'album d'Auschwitz, commenté par Tal Brugmann et 2 historiens allemands. Et c'est un éclairage absolument incroyable sur cet album, qui sont les photos prises par les nazis des convois des juifs hongrois qui arrivent à l'été 44, encore l'été 44. Et c'est absolument passionnant. Et je vous encourage vraiment à l'acheter. oui, Et puis je vous encourage aussi à acheter l'excellent livre d'Eduardo Castillo sur le combat des femmes et sur le combat du féminisme, parce qu'avec Michel Perrault, c'est une histoire extraordinaire. Et Michel, j'ai fait un peu la publicité, Michel Perrault sera ici le 11 juin en compagnie d'Annette Vivorca, donc 2 grandes historiennes qui vont parler ensemble. Donc, voilà. J'ai bien fait d'annoncer ou pas? Voilà. Donc, c'est encore une dernière question, pardon. J'ai une question à la fois pour François et pour Ariane. On voit bien dans le roman de François et puis dans l'œuvre d'Ariane que la dimension familiale est importante, pour pas dire quelquefois prépondérante. Comment est-ce que vous vivez ça? Parce que c'est pas simple de livrer une partie de l'histoire de sa famille au grand public. C'est pas simple, en effet. Je sais pas, j'ai commencé à raconter l'histoire de mes grands-parents qui ont eu un destin particulier pendant la Shoah, puisque mon grand-père était un juif turc qui a pu bénéficier de trains du retour vers Istanbul pendant l'hiver 44. C'était une histoire que je connaissais, mais très orale, personne ne l'avait écrit. Et moi, j'ai eu envie de retrouver ces enfants qui étaient dans les trains et de voir comment ça fait quand on a vécu qu'avec les privations d'arriver à Istanbul et de découvrir la liberté. J'ai parlé du Chambon-sur-Lignon aussi parce que ma famille paternelle y a fait ses études. Et j'ai parlé de la résistance juive parce que j'ai un grand-oncle qui était juste parmi les nations. Et cela, le camp d'Émile, c'est la première fois que ça ne me touche pas personnellement. Et c'est peut-être plus facile, effectivement, parce qu'il y a peut-être une mise à distance, même si j'ai beaucoup vécu au Mille et que pendant 2 ans, j'ai eu l'impression d'être dans la journée au camp, mais heureusement, moi, je sortais tous les soirs et je pouvais penser à autre chose, contrairement aux détenus. Je crois qu'on n'écrit qu'avec ce qu'on est, finalement, et que l'histoire qu'on a en soi, les questions qu'on aurait aimé poser à nos parents et on n'a peut-être pas osé, voilà, et ben, elles reviennent dans les livres, elles reviennent nous hanter. Les livres, c'est comme des petits fleuves qu'on a en soi et puis ils demandent un jour à sortir. Et donc le travail du romancier, c'est de les accompagner au mieux. Mais peut-être que la veine d'autofiction ou d'autobiographique, à un moment donné, se tarit. Je ne sais pas. En tout cas, là, l'histoire de ce pays qu'on appelle vivre, c'est une histoire qui est un peu plus lointaine, mais qui paraît aussi très, très proche. Alors moi, cher Philippe, les raisons sont à la fois les mêmes et différentes. Tout d'abord, c'est ce docteur Ullmann qui est venu me chercher en me disant « raconte ma vie ». Et j'ai eu envie de raconter sa vie, tout d'abord pour ma famille et pour mes enfants. Pour qu'ils connaissent en fait cette histoire lointaine, mais lointaine, qui a quand même structuré beaucoup de leur famille paternelle. Et puis, assez vite, comme je vous l'ai expliqué en introduction, j'ai eu envie de raconter le deuxième été 44. Un été là que je connaissais bien, parce que ma grand-mère m'a beaucoup raconté la fin de sa vie, c'est les traumatismes qu'elle a vécu en voyant tous ses frères, sœurs, pères, cousins, cousines, oncles et tantes se faire déporter en quelques semaines. Et j'ai toujours voulu raconter cette histoire-là, et en fait, la juxtaposition des deux histoires m'a paru intéressante. Évidemment, la première partie, comme l'a dit Eduardo, je me suis beaucoup amusé, et j'ai essayé de faire passer cet amusement, cet étonnement, cet humour, cette gaieté, côté rocambolesque de toutes ces histoires. Et la deuxième partie est beaucoup plus grave, et pour cause, puisque c'est une histoire de trahison, de déportation, d'arrestation, de mort. Mais c'était aussi une manière de rendre hommage et aussi de transmettre. Ariane et moi, nous avons 5 enfants. 4 d'entre eux sont là, le 5e vit à l'étranger. Il y a mes neveux et nièces, qui descendent donc tous du docteur Ullmann. Il y a mes sœurs. Et c'est aussi transmettre. Alors, pas transmettre qu'à eux, mais transmettre un peu à eux, parce que dans le Talmud, vous le savez, tu enseigneras à ton fils pour qu'il l'enseigne à son fils.
Et c'est important, cette transmission. Et puis, deuxièmement, faire connaître cette histoire à un grand public. Et effectivement, écrire sur les souffrances de sa famille demande beaucoup d'introspection, et c'est pas facile. Le passage qu'a lu Gilles a été... Je l'ai travaillé très longtemps, et il n'est pas venu tout seul. Voilà, donc il y a ces deux aspects. Tu me connais bien, Philippe Alouche est le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un vieil ami militant depuis plus de 40 ans, il me connaît parfaitement. C'est aussi cette volonté de passer un message pas seulement romanesque, pas seulement historique, mais un message politique aussi, sur la tolérance, sur l'intégration des Juifs, sur le rôle des Juifs dans la France et dans la République française. Donc c'est une manière de rendre hommage à ce franco-judaïsme qui est admirable. Donc pour conclure, je pense que le mieux c'est retrouver la voix, les textes, et vous pouvez laisser applaudir d'ailleurs pour... Et... Je continue sur le livre d'Ariane. À minuit, alors que le triage des déportés semble se tarir, une sommation, soudain. On emmène au convoi des personnes trouvées au hasard dans le camp. Une chasse à l'homme dans le bâtiment est organisée, et les policiers escortent leurs pauvres butins humains. Une trentaine d'hommes et de femmes, de quoi remplir un wagon. Certains sont déjà en pyjama, d'autres ont été arrachés à leur toilette. Tous ont le visage livide. Voyant ce qui se passait, Boyer a juste eu le temps de cacher des jeunes sur le toit en leur intimant l'ordre de rester silencieux. Tapis dans le noir, les adolescents assistent à la scène, pétrifiés. Ils reconnaissent leurs amis, leurs voisins, parfois leur mère, et doivent se faire violence. On traîne des gens vers les wagons avec brutalité, mais il faut croire que le compte n'y est toujours pas. Un ordre claque dans la nuit, puis un autre. Et Margot voit alors ses parents emmenés de force avec d'autres patients dans l'infirmerie. De l'infirmerie, certains couchés sur des brancards. Que faites-vous? Ce sont des malades. On me demande de rassembler ceux de l'infirmerie, répond un policier imperturbable. Aaron et Dora Keller se tiennent par la main, comme ils semblent âgés d'un coup. Margot se précipite vers ses parents qui grelottent en tenue légère, car la rosée perce. « Maman, dit-elle, je suis là, ça va aller. Je vais voir l'intendant de police. »« Laisse, ma fille, c'est trop tard. Viens ici que je te sente contre moi, j'ai froid. » Éperdue, Margot se jette dans les bras de sa mère. « Je ne veux pas, je ne peux pas. »« Chut, Margot, ne gâchons pas ces instants. Regarde, nous sommes toutes les deux, ton papa et moi. Que peut-il nous arriver ?» Dans le giron de sa mère, Margot laisse couler ses larmes. Elle n'a même pas Léo près d'elle. Tapie dans l'obscurité, à l'affût sans doute du moindre bruit. Son père l'enlace à son tour, la voix étranglée. « Ma chérie, nous nous retrouverons, je m'occuperai de ta mère, ne t'inquiète pas. » Les derniers moments où il faut les hisser dans le train sont terribles. À 3 heures du matin, on fait grimper les enfants d'abord, les mères avec les nourrissons. Puis les adolescents, dont certains se débattent et envoient coups de pied ou de poing en injuriant les policiers. Et enfin, les hommes. Manon parlemente encore. Certains de ces détenus sont protestants. Sur quel texte de loi s'appuie-t-on pour les déporter? Des réfugiés politiques qui ont obtenu le droit d'asile brandissent le précieux papier. Peine perdue, ils sont embarqués aussi avec fermeté. Ceux qui ont servi dans l'armée française, livrés avec les autres, gardent le menton haut dans l'épreuve. En dernier viennent les malades, dont certains ne tiennent pas debout et doivent s'appuyer sur les bénévoles. Margot tient ses parents par la main et avance avec eux à pas compter, en murmurant à l'oreille de sa mère des mots qui n'appartiennent qu'à elle. Les voilà devant le wagon. Margot soudain se cabre et tente de monter, elle aussi. « Je viens avec vous, je ne vous abandonnerai pas. » Et donc, là, voilà, le roman de François. En ce jour, je ne cesse de fouler des traces, de cheminer dans d'autres pas. Comme Julien, un samedi d'automne 1927, je descends les 3 escaliers en colimaçon vers le caveau 24, celui de Hugo et Zola, qu'a rejoint mon cher Dumas en 2002. Je m'assois près d'eux pour rassembler mes pensées en cette journée de cheminement avec nos morts.
me reviennent les documents exhumés tout à l'heure au mémorial avec les noms d'André et d'Étienne Hayem, deux des fils d'Émile, l'un assassiné à Birkenau, l'autre déporté par le convoi 73 et exécuté en Lituanie ou en Estonie. Je pense aux 11 membres de ma famille Hayem et Klotz, descendants d'Isaïe, gazés à Birkenau ou tués à Buchenwald, à François Klotz, mort au combat après son parachutage. Tous disparus à l'été 44. La correspondance des dates me saisit. À 200 ans d'écart, il y eut 2 étés. 2 étés 44. L'incroyable dissonance me frappe, à rebours du sens de l'histoire, de l'émancipation et de la liberté. En 1744, on imagine les Juifs en France ostracisés et persécutés. Alors qu'en 1944, 150 ans après la révolution émancipatrice et au terme d'un siècle d'or du franco-judaïsme courant de Louis-Philippe à la Troisième République, les Français juifs auraient dû bénéficier, comme tous leurs concitoyens, de la protection de leur pays. La réalité était tout autre et l'ironie de l'histoire implacable. À Metz, à l'été 1744, bien qu'écrasés de taxes et tenus à l'écart, les Juifs, dont l'apport à la société était reconnu, jouissaient de certaines libertés et de la protection du gouverneur. Ils pouvaient rendre hommage à leur roi en défilant devant lui à cheval. Un médecin juif sauvait sa majesté quand 200 ans plus tard, Pétain, lui, consultait un autre type de médecin, le docteur Ménétrel, qui aimait à féliciter les Allemands pour leur politique de déracinement définitif de la juiverie. 2 étés 44, l'un annonciateur des Lumières, l'autre dispensateur des ténèbres. À l'été 1744, Isaïe sauve le roi d'une mort certaine et la France d'une invasion. À l'été 1944, au moins 22 de ses descendants citoyens et patriotes exemplaires sont assassinés par les Allemands avec la complicité de l'État français pour le simple fait d'être juifs. D'autres encore meurent au combat pour la libération de leur chère patrie, dont au moins 2 officiers des forces combattantes, le lieutenant François Klotz et le capitaine Jean Lippmann, sans compter ceux nombreux qui servent dans la résistance. 2 siècles séparent ces 2 étés si dissemblables, celui de la guérison et de l'espérance, et celui de la tragédie et des meurtres. Ça a été vraiment une très très belle rencontre, j'espère pour vous tous, et c'était un vrai plaisir. Mais ouais, une question, ça vient de penser à ça, ces pays qu'on appelle vivre. Aussi, ça peut faire écho à votre livre aussi, parce que ces pays qu'on appelle vivre, c'est aussi la France. Et vous deux, et vous, François, dans ce livre, Filigrane tous les temps, c'est un chant d'amour pour ces pays. Vive la République, vive la France. Merci beaucoup. Merci à vous tous.